Salam alaikum, Zulf Laoun. Bonsoir. Sahaf Torkoum. Cette semaine, l'actualité algérienne a été marquée par l'affaire Boualem Sansal, le parquet du tribunal de Dar el-Baïda, près d'Alger, qui a requis 10 ans de prison ferme à l'encontre de l'écrivain franco-algérien, en détention depuis la mi-novembre. Il est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, dont atteinte à l'unité nationale, outrage, accord constitué, pratique de nature à nuire à l'économie nationale et détention de vidéos et de publications menaçant la sécurité et la stabilité du pays. Le président français Emmanuel Macron a appelé à la clairvoyance de Tebboune pour libérer Boualem Sansal. Le jugement est attendu le 27 mars. Une crise diplomatique qui semble avancer irrémédiablement vers le pire, puisque Alger a décidé de remettre sur la table le dossier des biens immobiliers mis à la disposition de la France en Algérie, dont les sièges de son ambassade et la résidence de son ambassadeur. Selon la PS, le ministère des Affaires étrangères a convoqué la semaine dernière l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romaté, pour mettre sur la table ce dossier trop longtemps ignoré. C'est la 4e fois que l'ambassadeur français Romaté est convoqué au ministère des Affaires étrangères depuis le début de la crise entre les deux pays, il y a 8 mois. Jusqu'où ira cette crise entre Alger et Paris? À l'échelle intérieure, la situation est loin d'être rassurante, puisqu'un décret exécutif fixant les modalités d'inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et les effets qui en découlent a été publié au journal officiel. Ce décret précise que la classification des personnes et entités terroristes, leur inscription et radiation relève de la commission instituée par l'article 87 bis 13 du Code pénal. Le décret exécutif cible toute association, corps ou groupe ou organisation, quelle que soit sa forme ou sa dénomination, dont le but ou les activités tombent sous peine des dispositions de l'article 87 bis du Code pénal. Pour beaucoup d'observateurs, ces mesures s'ajoutent à toute la panoplie répressive possible et imaginable et déployée depuis le début du Hirak pour maintenir sous cloche la société algérienne. Dans le même ordre, l'Assemblée populaire nationale a organisé une journée d'études intitulée « L'approche algérienne dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, expérience, succès et défis ». Et à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de la fête de la Victoire, 19 mars 62. De son côté, le ministre de la Communication, Mohamed Mziane, a appelé à la nécessité de former un front national médiatique pour défendre l'image de l'Algérie et soutenir les causes justes à travers le monde. Le ministre a évoqué les campagnes malveillantes qui ont visé l'Algérie ces dernières années, affirmant que celles-ci ont été contrées grâce à la politique éclairée et aux directives judicieuses du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Il y manifeste que le pouvoir n'aime qu'une presse vassalisée qui chante ses réalisations imaginaires. Les médias critiques sont voués aux hégémonies, classés ennemis de la nation, dans un système politique qui empêche toute critique ou toute voix discordante à sa politique. La presse libre sera toujours au banc des accusés. La crise que vit l'Algérie, tant sur le plan politique interne que sur le plan diplomatique, nous indique, sans l'ombre d'un doute, que nous allons vers un futur incertain. Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions, juste après cette petite intro. Algérie, rétro-info de la semaine. On va revenir, bien sûr, chaque samedi, à l'actualité, ou l'actualité qui a marqué
le pied cette semaine. On va revenir sur plusieurs sujets. Vous l'avez suivi bien sûr dans cette petite intro, la question diplomatique, la relation algéro-française, mais aussi à l'échelle intérieure concernant donc la situation des droits de l'homme, la situation politique. J'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Sidi Mnad Sid Ahmed, analyste politique. Il est aussi expert senior auprès des Nations Unies pour le climat et l'ozone. Il est avec nous depuis Vienne via Skype. Dr Sid Ahmed Mnad, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Sahaf Torko. Bonsoir Sinassam, merci pour l'invitation. Également, Sahaf Torkoum à tout le monde et à tous ceux qui regardent le Magharibi à cette heure-ci. Mais j'aimerais préciser une chose, je ne suis pas un analyste politique, loin s'en faut, observateur peut-être, mais analyser la situation politique en Algérie, c'est une véritable gageure pour laquelle je ne veux pas m'aventurer. Merci. Merci beaucoup, Sidi Ahmed. Merci pour cette précision. On a aussi le plaisir d'accueillir dans cette émission Mourad Ifsah, qui est consultant et membre fondateur du comité de citoyens algériens en France. Il est avec nous aussi via Skype depuis Paris. Mourad Ifsah, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Sahaf Torok, on est très content de vous avoir dans cette émission. Ça fait longtemps. Oui, bonsoir, c'est Nassar. Merci beaucoup pour l'invitation et bien sûr bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Bonsoir à vos invités et bien entendu Sahaf Torkob à tous. Merci beaucoup. Mourad. Bien sûr qu'on est très content aussi d'avoir Dr Sidi Mnad et je pense qu'il va nous éclairer sur une question qui est très importante et qui est très attachée à cette question aussi, la question donc des mines, cette loi concernant les mines en Algérie. On aura le plaisir aussi d'accueillir dans cette émission Karim Kebir, qui est journaliste, ancien rédacteur en chef du journal Liberté. Il sera avec nous par téléphone depuis Alger. Voilà, donc on va essayer d'abord de commencer avec cette question de relation entre Alger et Paris. On a vu bien sûr le procureur a requis 10 ans de prison ferme contre Boualem Sansal. La réaction aussi de Emmanuel Macron. On va discuter cette question avec nos invités. Donc si c'est possible, nos amis de la régie, on va juste faire passer les déclarations d'Emmanuel Macron, si c'est possible. Voilà, donc pas encore. On va essayer de. On va essayer. Donc la vidéo n'est pas prête encore. Mais d'abord, Dr Sidi Mnad. Sidi Ahmed, je vais commencer cette émission avec vous. On a vu donc le procureur qui a requis 10 ans de prison ferme contre Boualem Sansal. Plusieurs chefs d'accusation, bien sûr, concernant donc cette affaire, atteinte à l'unité nationale, outrage donc au corps constitué, pratique de nature à nuire à l'économie nationale et détention de vidéos et de publications menaçant la sécurité et la stabilité du pays. Donc il est accusé surtout donc à l'unité nationale, outrage au corps constitué. On va écouter, on est en train de me dire que la vidéo est prête. On va écouter la réaction de Macron par rapport donc à cette affaire de Boualem Sansal. D'abord parce que notre souhait, c'est que Boualem Sansal puisse être soigné, libéré et aller là où il veut aller. Et donc s'il souhaite quitter l'Algérie, la quitter. Et donc je pense que c'est évidemment ce qui s'est passé très grave. Je souhaite que les autorités, d'abord on attend le jugement qui j'espère interviendra rapidement, mais j'ai confiance dans le président Tebboune et sa clairvoyance pour savoir que tout ça n'est pas sérieux. Et qu'on a affaire à un grand écrivain qui plus est malade. Et donc je pense qu'il doit retrouver sa liberté, la capacité à se soigner. Et c'est en ce sens que nous nous battons. Et je ne mélangerai pas le destin de ce grand écrivain, de cet homme et de ce citoyen aussi français, comme vous le savez,
avec le reste du sujet sur lequel j'aurai l'occasion de m'exprimer. Vous en avez parlé, M. Tebboune ? D'abord parce que notre souhait, c'est que Boualem Sansal... Voilà, donc ces déclarations du président français Emmanuel Macron juste après donc cette peine contre Boualem Sansal, le procureur donc, qui a requis 10 ans de prison ferme. Et bien sûr, le verdict sera rendu le jeudi prochain, 27 mars. Sidi Mnad, yani, comment vous avez trouvé donc cette peine contre Boualem Sansal, 10 ans de prison ferme qui a été donc requis par le procureur. On a vu les déclarations d'Emmanuel Macron. Votre réaction ? Écoutez, d'abord, permettez-moi de rendre un vif hommage au grand sportif qu'a été Jamel Mennad, qui nous a quittés malheureusement aujourd'hui. Et franchement, je suis triste parce que je l'ai suivi en tant que footballeur pendant des années. Il m'a toujours fait rêver. Et donc, toutes mes condoléances à sa famille, si vous le permettez. Absolument. Je voulais terminer cette émission avec ça, mais c'est vraiment quelque chose qui nous a vraiment touché, Sid Ahmed, puisqu'on l'a connu aussi dans notre jeunesse. Moi-même, étant un petit enfant de la GSK, je l'ai côtoyé en tant que joueur, donc dans l'équipe A, si on peut dire, l'équipe où il y avait Zivotko et Khalef, les temps de Jumbo Jet. Donc, j'ai longtemps suivi la GSK, le Jumbo Jet, etc. Je vais vous dire aussi que je l'ai rencontré au mariage d'Abdeslam Kamel, qui est aussi un très grand joueur à la GSK, lors de son mariage au village d'Aït Hichem en Kabylie. Donc, je garde un excellent souvenir de Jamel Mennad. Mais pour revenir à votre question, j'aimerais d'abord préciser que je ne suis pas juriste. Et donc, je serais mal avisé de commenter ce réquisitoire. Est-il lourd, ne l'est-il pas? Mais j'observe que pour d'autres affaires, peut-être moins graves, il y a eu des réquisitoires encore plus sévères. Donc, est-ce qu'on a voulu prendre le bâton par le milieu concernant M. Boualem Sansal? Je dois dire que je suis... encore une fois, contre son incarcération parce que, à mon avis, un débat avec des historiens aurait été beaucoup plus bénéfique que de rentrer dans une querelle ou fâcherie, appelons ça comme on veut, avec la France. Mais maintenant, il s'agit d'un réquisitoire, on ne sait pas quels sont les desseins donc de la justice algérienne. Et je note aussi que le président Macron parle d'abord d'un côté de la clairvoyance du président Tebboune, mais en même temps, il dit que c'est pas sérieux. Donc il y a une sorte de contradiction qui quelque part m'étonne, parce que en fait on demande au président algérien d'être clairvoyant parce que sinon l'affaire n'est pas sérieuse. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout état de cause, moi je préfère être très prudent et voir ce que ça va donner. Mais d'après ce que je peux anticiper éventuellement, on n'est pas loin d'un dénouement de cette affaire Boualem Sansal. Très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Mourad Yefsah? On est en train d'assister donc à cette relation qui se complique jour après jour. Cette condamnation, pas condamnation, mais le procureur a requis donc 10 ans de prison ferme contre Boualem Sansal. On a vu donc entendu aussi les réactions du président Emmanuel Macron. Votre réaction par rapport à cette affaire qui personne n'arrive à comprendre en tant que, bien sûr, observateur, mais aussi en tant qu'Algérien, pourquoi on est arrivé à cette situation. Alors que l'Algérie, personne ne peut en mettre en cause, si on peut dire. On est contre ce qu'il a dit et je ne pense pas qu'il y ait un Algérien qui va être avec Boualem Sansal dans ses déclarations contre l'Algérie.
Mais là, on parle bien sûr d'un avis personnel. Et vous avez entendu Dr Sidi Mennad qui a peut-être souhaité que cette question serait posée par rapport à un débat avec les historiques. Ils auraient peut-être éclairé l'opinion publique sur cette question sans arriver à cette situation que nous vivons. Oui, premièrement, pour que ça soit très clair, parce que la question elle est sérieuse pour notre pays. Il s'agit donc bien sûr de la question donc du respect de toutes les libertés démocratiques, individuelles et collectives. Et dans les libertés démocratiques individuelles et collectives, il n'y a pas seulement la liberté d'expression. Donc ça, c'est une question, à mon avis, fondamentale qu'on a toujours posée, que donc dans le cadre du Hirak, que le peuple algérien a posé massivement dans le Hirak pour son respect donc dans notre pays. Et cette question elle est d'actualité. Je veux rappeler en premier lieu ce point-là parce que il y a une tentative un peu donc des poids lourds médiatiques et politiques en France qui voudraient un peu nous atteler comme un wagon derrière leur locomotive et sur cette question donc de Boualem Sansal nous emmener quelque part. Et c'est pour ça qu'il est quand même important donc de l'aborder en partant donc des principes et des valeurs que nous défendons en tant que citoyens algériens, attachés donc à la souveraineté de notre pays, attachés à la souveraineté du peuple algérien, à décider de son destin, de son avenir. Et bien entendu, pour cela, il y a nécessité du respect donc de toutes les libertés démocratiques et donc de la démocratie entière, non seulement pour s'exprimer, s'organiser, mais aussi pour décider donc à tous les niveaux. Une fois que tout ça est dit, et il y a cette question donc de Boualem Sansal qui est posée. Il y a d'autres cas. Moi, personnellement, si on me demandait si j'avais le choix, j'aurais préféré discuter de Mohamed Tadjadid et d'autres détenus politiques. Pour moi, même si effectivement je suis pour le respect donc des libertés pour tout le monde. Mais bien entendu, j'ai des préférences. J'ai des préférences et comment dirais-je, on constate que Emmanuel Macron et tout le reste donc des médias et des politiques en France qui n'ont pas fait l'économie d'insultes concernant notre pays. On a été considérés comme un État voyou, comme donc des positions indignes, comme etc. Plein d'insultes qui effectivement et qui choquent un citoyen algérien. Quelles que soient nos positions vis-à-vis donc de la politique intérieure ou extérieure de notre pays, il s'agit d'un point de vue individuel, donc d'une liberté individuelle, mais cela bien entendu, en ce qui me concerne en tous les cas, non seulement froisse, mais agresse donc notre conscience même. D'autant plus que ça vient donc de personnes qui ne sont pas respectueuses en France même des libertés démocratiques et bien encore dans d'autres pays où leurs amis font des massacres, de la barbarie, pour ne parler que, par exemple, ce que fait l'État d'Israël donc en Palestine. Donc cette condamnation, elle s'inscrit dans le cadre de l'application de l'article 87 bis. Et l'article 87 bis, nous l'avons qualifié comme étant une criminalisation de l'action politique, syndicale et associative. Et c'est en ce sens que cette condamnation, bien sûr, elle s'inscrit sur la base donc de quelque chose qui est lui-même donc d'un article donc de loi donc du code pénal qui est inique, qui est injuste, qui est antidémocratique. Donc, bien entendu, ce jugement qui est basé sur cet article, il ne peut être que, comment dirais-je, qu'antidémocratique et qui peut être injuste. La remarque qui a été faite par Dr Sidi Mennad, quand il a dit que, et là je reprends bien sûr ce qu'a déclaré Emmanuel Macron,
ce qui s'est passé est très grave, a fustigé donc le président de la République, mais j'ai confiance dans le président algérien Majid Tebboune et sa clairvoyance pour savoir que tout ça n'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'il voulait dire, d'après vous, Morad Ifsah? Moi, je pense qu'il y a une légèreté dans la façon donc, de parler à l'Algérie qui relève du mépris. Et c'est un mépris qui est quelque chose, c'est une continuité donc de comportement donc d'un État colonial qui est toujours un État colonial d'ailleurs et qui continue donc à user et abuser donc de ces formulations donc très légères et qui se permet ce genre de qualificatif. On a vu comment dirais-je, des militaires français qui se sont fait agresser en direct à la télévision dans un autre pays par d'autres militaires d'un autre pays sur leur propre territoire et qui n'ont pas été du tout, ils n'ont pas eu de réaction aussi hostile, aussi insultante. Donc, moi, en ce qui me concerne, je considère que vraiment ces légèretés relèvent de cette continuité donc de l'État colonial qui continue à vouloir toujours traiter avec mépris donc ces pays qui sont indépendants et qui dont les peuples, je parle bien des peuples, continuent à se battre pour le respect de leur souveraineté. Très bien. Docteur Sidi Mned, est-ce qu'il y a un mépris d'après vous, comme l'a dit notre ami donc, Morad Ifsah, du côté bien sûr français, ou plutôt c'est un pays de droit, c'est un pays de liberté, et on peut dire que Boualem Sansal est algérien, mais il est aussi un citoyen français. Est-ce qu'il fallait arriver à cette situation? Qui est le responsable de cette dégradation des relations entre Alger et Paris d'après vous? Oui, tout d'abord, mépris, c'est une évidence même. Le langage ordurier, je dirais, qu'utilisent certains politiques, y compris au niveau officiel, donc au niveau de l'État français, choque. Ça, c'est une évidence. Mais vous posez aussi la question, je dirais à bon escient, de dire qui est responsable. Le pouvoir d'Alger est aussi responsable. C'est-à-dire que nous avons donné, enfin, le pouvoir d'Alger a donné le prétexte rêvé pour que justement on mène une campagne raciste, algérophobe, etc., et qui, quelque part, est très, comment dirais-je, très dégradante. Mais encore une fois, ce que je déplore aussi de l'autre côté de la France, c'est qu'ils font dans deux poids et deux mesures. C'est que ils défendent. Docteur Sidi Mned, quand vous dites qu'elle est très dégradante, est-ce qu'elle est dégradante par rapport donc à notre pays, au peuple algérien, ou elle est dégradante par rapport donc au régime algérien? Parce que quand on a vu par exemple les déclarations de Rotaillot, et lui il parle donc des responsables algériens, il parle que cette riposte graduée concernera donc la nomenclatura, donc les responsables algériens et tout ça. Est-ce que vous pensez que l'approche de la France fait la différence quand il s'agit donc de cette crise, et on parle beaucoup plus des responsables du régime algérien que du peuple et du pays? Oui, j'allais en venir. Effectivement, le gros des insultes va vers le pouvoir d'Alger. Effectivement, on a entendu des mots État voyou, État dictateur, etc. Des mots qu'on retrouve aussi dans pratiquement le langage de l'opposition, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui choque au niveau de la gestion des affaires en Algérie. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas, comment dirais-je, perdre de vue. Bon, quelque part, on peut dire à quelque chose malheur et bon, parce que c'est la première fois qu'en dehors de l'Algérie, on dit un certain nombre de choses qui choquent
donc le régime algérien, parce que il l'entend certainement de beaucoup de ses opposants, mais à l'extérieur, ça n'a pas été le cas. C'est pour ça que moi, en ce qui me concerne, je dis et j'observe en tout cas que quelque part à quelque chose, malheur est bon. Je ne veux pas non plus dire que ce que j'entends de l'autre côté de la Méditerranée est quelque chose qui est agréable à mes oreilles, loin s'en faut. Mais quelque part, on voit que la gestion de ce que on appelle la crise franco-algérienne, parce que moi j'ai une autre façon de voir la chose, et je suis de ceux qui sont convaincus que bientôt tous les nuages vont se dissiper, parce que il y a des signes qui ne trompent pas. Parce que vous savez, lorsqu'on s'attaque, effectivement, ça on ne le dit pas aussi, hein, c'est important de le souligner. Ce n'est pas une question simplement de mots durs contre le pouvoir d'Alger, mais aussi d'accusations, à savoir des biens mal acquis, à savoir donc des privilèges qui sont accordés à la nomenclature. On a vu ça, et que c'est quelque chose qui est évident, qui est prouvé, même si tout le monde le savait, mais aujourd'hui c'est sur la table. C'est quelque chose que même cette nomenclature ne peut pas récuser. Ça, pour moi, c'est éminemment grave. Voir comment se comportent ceux qui prétendent être aux destinées de notre pays, moi aussi me choque énormément. Parler de biens mal acquis, c'est encore une fois quelque chose que tout le monde savait. Mais aujourd'hui, il y a des accusations précises. On a même cité des noms. Et avoir encore une fois tous ces privilèges, parce qu'aujourd'hui, je lisais encore une fois que les familles de cette nomenclature ont bénéficié de soins médicaux gratuits, ont bénéficié de beaucoup d'autres avantages que le commun des mortels, que les gens, enfin les Algériens de la diaspora notamment, ne connaissent pas. Et à chaque fois, ça devient très symptomatique de la manière dont sont construites, je dirais, les relations entre l'Algérie et la France. Donc, il y a quelque part des intérêts évidents qui sont touchés, qui touchent le régime d'Alger, mais encore une fois, je dirais qui touche la France et notamment les intérêts économiques qui sont colossaux. On ne le dira jamais assez. Personne n'en parle pour le moment, mais bientôt on va découvrir les contrats colossaux qu'il y a entre des entreprises françaises, des multinationales basées en France, etc., et qui font le bonheur de l'économie française. Donc, si on doit, et encore une fois, je le dis en tant qu'observateur, j'essaie d'être logique avec moi-même, si on doit mettre côte à côte tous ces intérêts-là, à un moment donné, ils devront s'asseoir autour d'une table pour dire bon, ça suffit, on va mettre tout ça sous un tapis et on reprendra comme avant, parce que encore une fois, les intérêts bien compris des uns et des autres ne vont pas permettre une sorte de dégradation, je dirais, irrémédiable des relations entre la France et l'Algérie. Les deux parties ont trop à perdre. Très bien. Restez avec nous, docteur Sidi Mnad. Bien sûr, Emmanuel Macron avait aussi déclaré que notre souhait, c'est que Boualem Sansal puisse être soigné, libéré, aller là où il veut aller. A-t-il donc déclaré: je souhaite que l'on puisse trouver une issue rapide à cette situation qui est une situation humaine, humanitaire et de dignité pour tout le monde. C'est très important aussi pour l'Algérie, à déclarer. Je pense que Karim Kbir nous a rejoint, journaliste, ancien rédacteur en chef donc, du journal Liberté. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Karim Kbir, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Sahaf Torok, c'est Karim. Allah yسلمك, bonsoir, وصحاف توركم.
Merci beaucoup, Karim Kebir. Restez avec nous, Karim Kebir. On va juste donner la parole à notre ami Morad Ifsah et je reviendrai vers vous. Avant de donner la parole, on va écouter ces déclarations donc, d'un président du soutien de comité donc, pour Boualem Sansal. Écoutez, en tout cas, il y a eu manifestement une accélération que personne n'attendait de la justice algérienne ces dernières 24 heures. La vraie question, c'est de savoir comment interpréter cette accélération. Exact. Alors, il y a une interprétation évidemment pessimiste, c'est la vôtre, et je crois qu'il faut toujours l'avoir en tête parce que le pouvoir algérien est un pouvoir dictatorial qui, en général, est connu pour ne pas ménager ses opposants, et en l'occurrence, 10 ans, évidemment, c'est compte tenu de l'âge et de la maladie de Boualem Sansal, si cette peine était appliquée, et si elle était appliquée dans son intégralité, ça s'apparente à une condamnation à mort, clairement. Ensuite, il y a une autre interprétation. Alors, il faut toujours garder espoir, et nous, en tant que comité de soutien, il faut qu'on garde espoir, parce que sinon, on veut dire, on se démobilise. Donc, la mobilisation doit s'intensifier, parce que, in fine, en l'occurrence, comment interpréter politiquement cette accélération? Est-ce qu'il s'agit pour les Algériens de sortir d'une situation qui est quand même très embarrassante pour eux, au regard de la communauté internationale, au regard du fait de tenir un écrivain de 80 ans malade, comme vous l'avez rappelé? Est-ce qu'il s'agit finalement d'un début de sortie de crise avec la possibilité ensuite, parce que ne nous faisons pas d'illusions, Boualem sera condamné par le pouvoir algérien. Après, son sort est entre les mains, d'une certaine manière, manifestement du président du président algérien, du président Tebboune, qui pourra exercer son droit de grâce. Ça, c'est, disons, l'interprétation qui serait l'interprétation plus optimiste. Nous, aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, on oscille, si vous voulez, entre ces deux questions. Voilà. Donc, Morad Ifsah, votre analyse par rapport à ce qui a été dit, qu'est-ce que vous en pensez? Mais aussi, quand on parle d'un début de sortie de crise, est-ce qu'on est dans cette situation puisque aussi Emmanuel Macron avait parlé donc de clairvoyance d'Ahmed Tebboune. Morad Ifsah. Oui, moi je pense que ce problème n'a rien à voir avec l'Algérie. La situation, c'est la situation en France, interne en France, qui fait que cette crise algéro-française a été poussée jusqu'au summum. On voit bien ici en France comment les choses se passent, comment le gouvernement actuel, qui est une coalition du centre, de la droite, mais avec le soutien de l'extrême droite et de tous les anciens, je dirais donc partis pro-colonialistes. Et c'est un régime qui est en crise du fait qu'il n'a pas sa majorité. Et tous les partis sont vraiment traversés par cette crise qui fait qu'ils essayent maintenant de se positionner, voir éventuellement comment durer jusqu'aux prochaines élections présidentielles. Donc je ne pense pas que les choses vont se régler, parce qu'ils ne souhaitent pas qu'elles se règlent. Hein. Ils n'ont pas besoin. Effectivement, donc pour apaiser une situation, il y a besoin donc d'une relation de bienveillance, d'une relation apaisée, donc de poser les questions de manière, je dirais, diplomatique, puisqu'il s'agit donc de relations entre deux États. C'est pas des militants d'opposition qui qualifient ou qui se battent contre un régime. Il s'agit donc de relations de deux États souverains, deux États indépendants, et qui ont de relations sur des bases donc de traités et d'accords. Donc c'est pas du tout la même chose, c'est-à-dire que quand on constate que des représentants d'un État qualifient les représentants d'un autre État de nomenclatura, donc de voyous, de dictateurs, de bâchets, etc. Ce sont des mots malveillants et qui ne peuvent que pousser vers une crise, vers une exacerbation donc de la crise. Et j'espère que ça n'ira pas plus loin. J'espère que les autorités algériennes auront l'intelligence, la force et la patience donc de plutôt donc régler diplomatiquement donc cette question-là. Parce qu'en attendant, nous, les citoyens algériens en France, on paye les conséquences.
quel que soit ce qu'ils sont en train de dire, ces gens au gouvernement français. Ils ont produit donc des lois qui mettent en cause les droits des étrangers, les droits des Algériens en France, que ce soit sur la question donc de la sécurité sociale, que ce soit sur la question des APL, sur la question donc de l'acquisition donc des cartes de séjour, de leur renouvellement, des droits sociaux, etc. Donc attention, c'est pas des petites choses ce qu'ils sont en train de revoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je m'excuse, oui. Parce que je voulais juste rebondir par rapport à ce que vous êtes en train de dire, puisque vous parlez de répercussions sur la diaspora, sur les Algériens qui vivent là-bas. Qui est responsable de ces répercussions? Est-ce que aussi la politique, entre guillemets, agressive de l'Algérie, en termes de la diplomatie, peut-être est responsable aussi de cette situation? Mais la loi sur le séparatisme, elle date d'avant la crise, hein. Et toutes les dispositions anti-étrangers et anti-immigrés, et surtout donc les citoyens venant donc du Maghreb, qui sont dans la loi sur le séparatisme, c'était avant la crise. Et elle touche tous les aspects de la vie économique, sociale donc des immigrés. Aujourd'hui, y compris des sportifs, on leur interdit de faire du sport s'ils mettent un bonnet ou s'ils mettent un voile. C'est-à-dire qu'on vient interpréter la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, sur la laïcité, qui normalement c'est une loi qui concerne non pas donc le comportement donc individuel, mais au sein donc des institutions de l'État. Il s'agit de la séparation entre les institutions d'État et les autres. Et là, ils viennent donc extrapoler donc pour remettre en cause, y compris les droits individuels donc des gens. Donc ils veulent interdire à ce que les gens donc s'habillent ou se comportent comme ils le souhaitent donc dans leur espace privé. C'est-à-dire qu'ils touchent aux libertés individuelles. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des comment dirais-je, c'est des juristes, c'est le Conseil d'État à un moment donné donc qui s'est prononcé là-dessus. C'est le médiateur de la République en France qui s'est prononcé là-dessus. C'est la Ligue des droits de l'homme, etc. Ce sont tous ces gens-là. Mais ce que vous êtes en train de dire, peut-être, c'est d'ordre de politique intérieure. Non, on discute peut-être les répercussions par rapport à cette crise diplomatique qui est entre Alger et Paris. Restez avec nous. Karim Kebir, j'aimerais avoir votre avis par rapport donc à cette situation. D'abord, le procès de Boualem Sansal. Le procureur a requis donc 10 ans de prison ferme contre Boualem Sansal. On a entendu au début de l'émission les déclarations du président français Emmanuel Macron qui a appelé donc à la clairvoyance de Abdelmajid Tebboune pour libérer Boualem Sansal. Votre réaction, Karim Kebir? On s'achemine selon toute vraisemblance, en tout cas, vers sa libération. Parce qu'il y a des faisceaux communs, il y a des éléments un peu qui accréditent, qui vont dans cette direction, notamment ce que vous venez d'évoquer, bien entendu, les propos d'Emmanuel Macron, qui étaient des propos apaisants, et puis il s'appuie un peu à travers un message assez diplomatique, mais quand même qui a son pesant d'or, c'est de solliciter directement le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune. Et puis, j'ai pu lire quand même la sortie du bâtonnier d'Alger, quand même qui a fait deux entretiens où il a évoqué, par exemple, certains aspects dans le procès, notamment la requalification des faits qui sont devenus des délits. Donc, il a expliqué même que c'est en correctionnel, donc Boualem Sansal n'a pas besoin d'avocat, il s'est défendu tout seul. Et quand il parle de délit, donc forcément, ça va pas, comment dire, je ne pense pas qu'il va avoir une peine assez sévère. En tout cas, ça reste mon point de vue.
Et le troisième élément, je pense qu'il y a une volonté, en tout cas, même si il n'est pas encore très bien exprimé publiquement, mais je pense qu'ils veulent sortir de cette crise d'une façon graduelle, pour ne pas reprendre un terme utilisé par le ministre de l'Intérieur français, Fayot. Et donc, c'était pour l'Algérie, je pense que c'est devenu quand même un boulet parce que c'est, et en même temps, je pense qu'ils ont pris la mesure que le maintien de Boualem Sansal en prison va rester comme un catalyseur, si vous voulez, de cette escalade. Il va alimenter encore plus la crise. Donc, c'est une manière un peu de couper l'herbe sous les pieds de l'extrême droite. Et puis, ça va rester ensuite l'histoire des OQTF, dont forcément, ils n'ont pas le pouvoir pour faire pression sur Alger, à partir du moment où ils leur ont expliqué que ça doit passer par les laissez-passer consulaires. Et ce sont des affaires qui n'ont pas besoin, franchement, d'être médiatisées ou d'avoir tout ce tapage. Donc, je pense que on s'achemine, de mon point de vue, vers sa libération. Allô? Oui, on vous écoute, Karim. Très bien. Restez avec nous, Karim Kebir. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. On m'a dit à l'oreillette, on va essayer bien sûr d'aller un peu vite, surtout par rapport à la question donc, des déclarations du ministre de la Communication. On aimerait avoir votre analyse aussi par rapport à cette question. Mais aussi, cette semaine, selon l'APS, le ministère des Affaires étrangères a convoqué donc, la semaine dernière l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romaté, pour mettre sur la table ce dossier. Trop longtemps ignoré, la question donc de l'immobilier. On va discuter de cette question juste après cette petite intro. Voilà, donc la question ou le dossier des biens immobiliers mis à la disposition de la France en Algérie. Les Algériens donc, ont découvert ce dossier, si on peut dire. D'abord, on va regarder cette petite vidéo et je reviens à vous juste après. تيه سياسي واضح وتخبط دبلوماسي فاضح بات اليوم يميز المشهد في فرنسا اليمين المتطرف الذي اختلطت عليه المفاهيم وأحرق كل أوراقه الباطلة أصلا في عدائه للجزائر. الممتلكات العقارية الموضوعة تحت تصرف فرنسا على التراب الجزائري ملف ثقيل طرح أمام السفير الفرنسي خلال استدعائه الأسبوع الماضي من قبل الخارجية الجزائرية. ملف لطالما تجاهلته باريس وهو الذي يكشف بوضوح عن عدم التكافؤ في التعامل بين البلدين وفي التفاصيل والأرقام حقائق تدحض الأكاذيب والخطابات العقيمة. فعلى التراب الجزائري تشغل فرنسا 61 عقارا مقابل إيجارات رمزية تكاد تكون معدومة. ملفات ما خفي منها أعظم، لكن إذا أرادت باريس فتحها وإثارة مبدأ المعاملة بالمثل واحترام الاتفاقيات فباب النقاش مفتوح والحقائق يجب أن تكشف. عليها أن تتخلى عن خطابات التضليل وتتحلى بالجرأة والشجاعة استعدادا للمساءلة. Voilà, docteur Sidi Benad, je vais commencer avec vous cette question. D'abord, la dépêche de l'APS qui a donc annoncé que le ministre des Affaires étrangères français, le ministère des Affaires étrangères algérien, a convoqué la semaine dernière l'ambassadeur de France en Algérie par rapport à la question des biens immobiliers mis à la disposition de la France en Algérie. Les Algériens découvrent cette question. Qu'est-ce que vous en pensez, Docteur Sidim?
Ben, moi aussi, je découvre, mais franchement, moi, je pensais que les biens immobiliers que gère la France, puisque c'est le mot aujourd'hui qui est utilisé, je pensais qu'ils étaient propriété de la France, comme ça existe dans beaucoup de pays au monde. Je peux vous dire qu'ici en Autriche, beaucoup d'ambassades possèdent leurs propres biens, c'est-à-dire qu'ils achètent leur résidence, leur consulat, etc. Bon. Maintenant, il semblerait que c'est une question de gestion de ces biens-là en Algérie, mais je trouve que le ridicule, pour faire le parallèle entre les accusations de biens mal acquis par des personnes physiques, donc je dirais des individus appartenant, comme on le disait tout à l'heure, à la nomenclatura, et faire un parallèle avec des biens gérés par l'État français n'a aucun sens. C'est-à-dire que vous voulez vous attaquer aux biens de nos dirigeants. En France, eh bien, on va ouvrir le dossier des biens français qui sont gérés en Algérie. Mais il n'y a aucun problème, à mon avis, pour les Français que ce dossier soit réouvert, qu'il y ait rediscussion soit des loyers, soit restreindre les superficies, ou même, je dirais, restreindre le nombre de biens français en Algérie. C'est une affaire entre les deux États qui n'est pas une affaire illégale, au contraire, mais qui peut se discuter d'État à État. Maintenant, faire le parallèle avec les accusations d'un certain Driancourt, par exemple, concernant telle ou telle personne ayant des biens ou mal acquis, je ne sais pas trop, en France, n'a pas de sens. C'est une manière très, très, je dirais, maladroite d'essayer de dire vous voulez parler des biens d'Algériens en France, et ben nous, on va parler des biens de l'État français en Algérie. Je trouve que c'est vraiment ridicule et tout à fait inapproprié. Mourad Yefsah, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette question, le parallèle, est-ce qu'on peut faire le parallèle? La question a été posée par nos Dr Sidi Mennad. Bien sûr, on a entendu cette semaine les déclarations de Xavier Driancourt concernant donc des responsables algériens. Quelle est votre analyse par rapport donc à cette question qui a été soulevée par la PS? On parle de dossiers, des biens immobiliers mis à la disposition donc de la France en Algérie. Mourad Yefsah. Je pense que la question n'était pas posée de cette manière. Hein. C'est pas pour protéger les biens des mal acquis des dirigeants ou des anciens dirigeants algériens en France qu'ils ont abordé la question donc des locaux détenus par les consulats et l'État français en Algérie. Je pense que c'est pas par rapport à ça. L'Algérie, donc par rapport à cette question donc de réponse graduée, et l'une des premières mesures, c'était donc abroger donc la disposition qui permettait aux détenteurs donc de passeports diplomatiques et de leurs familles de ne pas solliciter de visa pour venir en France. C'est ça là la mesure qui a été appliquée. Et apparemment, donc, le gouvernement algérien donc, a souhaité, dans le cadre donc, de la négociation des loyers, donc des conditions donc, de location donc, de ces biens, donc revenir donc, à cette négociation. Ça, je pense que c'est pas effectivement, c'est pas une question, c'est la question la plus importante. Par contre, effectivement, si l'État algérien voudrait jouer la carte de la diplomatie ouverte et ne pas effectivement faire de la diplomatie cachée, c'est qu'il doit demander à l'État français donc de lui donner les informations concernant ces biens mal acquis de tous les dirigeants algériens. Donc ça, je pense que et ce serait donc tout à l'honneur donc des citoyens algériens donc de connaître la réalité donc de cette corruption, de ces fuites de capitaux, de les évaluer et bien entendu d'engager des mesures si
par voie de justice. Il ne faut pas non plus que ça soit comment dirais-je, des mesures décidées comme ça. Non, mais par voie donc d'une justice. Mais il faut que la justice aussi soit une justice indépendante, etc., etc. Donc là, on va être amené encore à revenir à un point de départ. Notre pays donc a besoin donc de revenir sur beaucoup de choses, et la première des choses, c'est redonner la parole au peuple algérien pour décider donc de la nature du régime à mettre en place, des institutions à mettre en place, des gens qui vont être à la tête de ces institutions, et que la décision soit librement et démocratiquement donc décidée par le peuple algérien. Donc ça c'est des questions qui concernent le peuple algérien et qui ne concerne pas l'État français, qui ne concerne pas comment dirais-je, ni les responsables français, ni les responsables étrangers. Donc sur cette question-là, à mon avis, nous en tant que citoyens, nous connaissons bien c'est l'ampleur et le danger donc des ingérences étrangères dans des pays. On a vu, au nom soi-disant donc de la démocratie, de la liberté, de la transparence, etc. On a vu donc comment les pays impérialistes ont détruit des États entiers pour ensuite donc piller leurs richesses. Et ils n'ont eu ni la liberté, ni la démocratie, ni même ni les richesses, ni autre chose. Les exemples, ils sont nombreux. Donc de l'Afghanistan jusqu'à la Syrie, en passant par l'Irak, par la Libye, etc. Donc voilà. Donc moi je pense qu'on doit être vraiment très vigilant parce que ils jouent. Pardon. Donc effectivement, donc tous ces politiciens. Donc en France joue sur le fait que beaucoup de citoyens algériens donc contestent la nature autoritaire du régime et ils veulent surfer sur cette fibre, alors qu'on les a vus depuis en 2019, 2020, 2021, jamais les militants hirakistes n'ont été donc comment dirais-je, entendus, ni diffusés, ni interviewés pour parler effectivement donc des différentes mobilisations ici en France. Ils invitaient donc des gens qui n'avaient rien à voir avec le Hirak, si ce n'est venir une fois un dimanche, mais qui étaient leurs proches collaborateurs au sein donc des partis donc de droite et d'extrême droite. Restez avec nous, Mourad Ifsah, puisque vous avez parlé aussi des ingérences des puissances étrangères. Et on va aller donc par rapport à l'autre question qu'on va poser dans cette émission, c'est les déclarations du ministre de la Communication, Mohamed Mziane, qui va dans le sens de votre argument peut-être, Mourad Ifsah, qui a appelé à la nécessité de former un front national médiatique pour défendre l'image de l'Algérie et soutenir les causes justes à travers le monde. Juste après cette petite intro. Voilà, d'abord on va écouter dans ce passage les déclarations du ministre de la Communication, Mohamed Mziane. ولأن الموقف جلل تبين للجميع أنه لا بد من تشكيل جبهة وطنية إعلامية تسخر لها كافة الإمكانات والبرامج من أجل التسيد إقليميا ودوليا لنصرة الحق والحقيقة. وأنت تعلمين رجوعا إلى ما جاء على لسان الرئيس عبد المجيد تبون، الجزائر مقبلة على مشروع كبير، وهي أن تصبح دولة ناشئة بعد 2 بإذن الله، وذلك سيكون أيضا قيمة مضافة لكي تتمكن أن تدافع عن القضايا العادلة. ونعلم جيدا أن الأمر لن يكون سهلا أمام وسائل الإعلام الدولية المعادية التي لها إمكانات ضخمة ومدعومة من منظومة دولية تحركها المصالح والتحالفات. لكننا على يقين بأن الإعلام الوطني بكل أطيافه ودعائمه
الإعلام الخاص والإعلام العمومي والإعلام الحزبي والإعلام المستقل. نحن نفضل أن نقول الإعلام الوطني له دور أساسي معالي الوزير في ترسيخ الهوية الوطنية لتعزيز الانتماء من خلال تقديم المحتوى اللي يعكس قيم والثقافة الجزائرية. ما في ذلك. Karim Kbir, la question est à vous. Bien sûr, on a entendu donc le ministre de la Communication, Mohamed Mziane, qui a appelé donc à former un front national médiatique pour défendre l'image de l'Algérie et soutenir les causes justes à travers le monde. Il dit que l'Algérie est visée et ciblée. L'Algérie sera dans 2 ans donc un pays émergent. Comment peut-on lire ces déclarations, Karim Kbir? Écoutez, c'est dans le prolongement du logiciel des autorités. Rappelez-vous que la constitution d'un front intérieur date de Ammar Saïdani, donc de 2013. Et où est-ce qu'il est aujourd'hui, Ammar Saïdani? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle de lui qu'est-ce qu'il est devenu son appel à constituer un front interne? Le front interne, donc ça a été repris, c'est une idée. Donc pour dire que l'Algérie est menacée de l'extérieur, c'est des éléments de langage qui ont été utilisés depuis plus d'une décennie maintenant. Et aujourd'hui, donc l'appel à la constitution d'un front médiatique, c'est dans ce prolongement justement. Mais l'idée, le sous-entendu, c'est de soutenir un peu les options des autorités. C'est les options que ce soit en matière politique ou en matière diplomatique. D'autant que la situation est marquée justement par quand même un flux d'informations avec la révolution numérique et tout ça. Donc, on a permis, avec l'existence des influenceurs et tout ça, donc pratiquement le système médiatique aujourd'hui en Algérie est complètement désarmé. Moi, quand j'entends il parle de créer un front, est-ce que nous avons réellement un système médiatique qui est crédible, qui est capable d'être écouté ou qu'on lui donne du crédit lorsqu'il donne l'info? Or, aujourd'hui, l'unique source d'information, c'est l'agence officielle. Tout le monde se réfère à l'agence officielle. En dehors de ça, pratiquement, il est quasiment impossible de faire du journalisme. Mais mais dans l'absolu d'abord, dans des pays à tradition démocratique, au minimum, de toutes les façons, d'abord, nous n'avons pas besoin d'un ministère qui gère le secteur. Puisqu'on parle d'un 4e pouvoir, donc ce pouvoir doit être autonome, il doit être indépendant des autres pouvoirs. Donc il n'y a pas lieu qu'il y ait un représentant de l'exécutif qui gère ce secteur. La seconde chose, c'est de créer les moyens qu'il y ait une liberté, que ce système acquiert la crédibilité dont il a besoin. Parce que le véritable capital d'un journal, d'un média de télévision, c'est sa capacité à être crédible, à capter un auditoire ou des téléspectateurs qui lui font confiance parce qu'il donne des informations vraies, il donne des analyses, il ouvre ses antennes au débat contradictoire. Donc il faut qu'il y ait ce climat de liberté. Or, malheureusement, on n'est pas dans cette situation aujourd'hui. Si vous comparez, par exemple, il y a des pays qui ont compris l'enjeu des médias, de la puissance des médias. Ils ont créé je cite par exemple Al Jazeera, qui a même s'il ne parle pas de l'intérieur, mais avec des moyens qu'ils ont mis, les moyens, or chez nous, on n'est pas dans cette situation. Regardez la télévision nationale. Elle n'est même pas présente au Mali, elle n'est même pas présente au Sénégal. Comment vous voulez avoir de l'influence à l'étranger si vous ne mettez pas les moyens nécessaires? Et en même temps, je vous dis, c'est accorder la liberté aux journalistes de faire leur travail. Parce que ce n'est pas à chaque fois, si on critique
on considère que le journaliste est contre son pays, ça c'est complètement faux. Parce que je ne pense pas qu'il y ait un journaliste algérien qui n'est pas jaloux de son pays, qui ne veut pas défendre les intérêts de ce pays, qui connaît comment les défendre, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il faut taire les problèmes internes, ou qu'il faut comment dire, c'est-à-dire cacher la vérité, et éviter d'évoquer des sujets qui fâchent. Si, par exemple, aujourd'hui, on a peur des influenceurs, c'est parce qu'on a laissé le champ libre, c'est parce qu'on a fermé ici cet espace médiatique. C'est pour ça que forcément les gens vont se tourner vers les chaînes étrangères. Donc cet appel à créer ce front, c'est beaucoup plus par rapport à cette multiplication d'informations qui proviennent de l'étranger et dont on redoute qu'ils aient de l'influence sur l'opinion. Mais pour que les médias nationaux captent justement l'intérêt des Algériens, il faut assurer ce minimum de liberté dont a besoin la presse. Merci beaucoup, Karim Kebir. Yatek Saha, c'est Karim. Je sais que vous avez des obligations et je vous remercie d'avoir participé dans cette émission. Karim Kebir, journaliste et ancien rédacteur en chef du journal Liberté. Sur cette question, Dr Sidi Mned, qu'est-ce que vous en pensez par rapport donc à cet appel qui a été fait par le ministre de la Communication, Mohamed Mziane, qui a appelé donc à former un front national médiatique pour défendre l'image de l'Algérie et soutenir les causes justes à travers le monde. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il faut défendre l'Algérie parce que, d'après lui, l'Algérie est visée, ou bien au contraire, la question de la liberté d'expression est une question posée en Algérie. Des journalistes qui ont été emprisonnés, des militants politiques, il suffit juste de critiquer et vous êtes visés donc par la justice. Qu'est-ce que vous en pensez, Dr Sedim? Bien, c'est Nassar, franchement, je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, parce que des sorties comme ça, intempestives, parce que j'ai du mal à comprendre quand il parle de Front National, parce que c'est quelque chose qui revient tout le temps, comme si quelque part on demande à tout le monde, en quelque sorte, de se mettre sous la bannière du régime, parce que pas la bannière du pays. C'est une autre notion de patriotisme que je réfute. Et d'ailleurs, monsieur Karim Kebir, que je salue pour sa clairvoyance et sa sagesse, a tout résumé dans ce qu'il vient de dire concernant la liberté de la presse, concernant les médias qui aujourd'hui existent en Algérie. Y a-t-il un seul média qui aujourd'hui est capable de réfuter ne serait-ce qu'un dixième de ce que, je dirais, les organes de presse officiels comme l'APS nous distillent quotidiennement. Suivre par exemple la télévision nationale est quelque chose qui, je ne sais pas, mais nous étonnent chaque jour, parce qu'on se demande si on est vraiment, si les gens vraiment se rendent compte qu'ils sont en Algérie. Donc ce front, etc., pour moi est quelque chose qui est un refrain qu'on nous rabâche tout le temps. Ça veut dire que la leçon pardon, n'est pas apprise. Et on continue dans le même refrain, et surtout ce qui fait rire, c'est que défendre les causes justes dans le monde, wow, quel grand mot. On est habitué par la défense des causes justes dans le monde depuis l'indépendance à ce jour. Mais qu'en est-il de notre cause à nous, notre cause nationale? Est-ce que ce régime la défend? C'est la question que ce personnage devrait se poser. Et moi, je vous dis franchement, je me sentais gêné par rapport à la journaliste elle-même qui essayait de reprendre un petit peu ce que ce ministre
encore une fois, comme le dit M. Kébé, je ne comprends pas pourquoi on a un ministère de l'information, nous informer de quoi, alors qu'effectivement, il y a l'information, c'est le quatrième pouvoir et tout le monde le sait, mais un quatrième pouvoir, il n'existe pas. En Algérie, il est muselé. La réalité là, combien de quotidiens, hebdomadaires, etc. ont été fermés, ont été obligés de changer leur ligne rédactionnelle. C'est quelque chose qui, moi franchement, j'ai du mal à interpréter ça parce que c'est, comme on dit, le ridicule ne tue pas. Mais j'aimerais quand même faire une petite précision pour votre invité, Monsieur Yefsah. Il a parlé d'ingérence de la France dans les affaires de l'Algérie, notamment en parlant des biens, etc. Mais c'est pas notre faute, nous, en tant que citoyens algériens, si des gens de la nomenclature ont des biens qui, semble-t-il, sont mal acquis en France et qui permettent donc justement au groupe d'extrême droite, de droite, à M. Rotaillot, à M. Driancourt, etc., de faire des commentaires. On leur donne le bâton pour nous frapper. Je suis désolé. Ce n'est pas de l'ingérence, c'est une histoire de se respecter soi-même. Si nous avions des gens qui sont amoureux de leur pays, amoureux du droit, de la justice, de la bonne gouvernance, ils n'auraient pas acquis ce genre de biens, notamment en France, cette France qui est décriée quotidiennement par ces mêmes personnes. Donc, il faut être juste et se dire que, quelque part, ce régime-là a beaucoup de choses à se reprocher. Et c'est ça qui fait que, encore une fois, et je le répète, cette crise n'ira pas jusqu'à une sorte de rupture parce que certainement le régime algérien aura beaucoup plus à perdre et bien sûr d'un point de vue économique la France aura aussi des répercussions très importantes. On parle de gros contrats notamment avec Total et avec d'autres entreprises françaises en Algérie et croyez-moi c'est cela qui va prévaloir. Merci. Très bien. Restez avec nous, Dr Sidi Mnad. Si vous voulez bien sûr rebondir, Mourad Yefsah, il n'y a pas de problème. Le temps nous presse un peu. On va essayer d'aller à J'ai pas dit ça. Hein. J'ai dit au contraire. On va vous donner la parole juste parce qu'on veut aussi aller vers la prochaine question qu'on veut traiter dans cette émission. Ces modalités, ce décret exécutif fixant les modalités d'inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et les effets qui en découlent, a été publié dans le journal officiel. On va juste en débattre juste après cette petite intro. Voilà, donc Mourad Yefsah, si vous voulez bien sûr rebondir, il n'y a pas de problème. Et la question qui se pose bien sûr à l'échelle intérieure, on a parlé de la liberté de la presse, on a parlé de ces déclarations donc, du ministre de la Communication qui dit qu'il faut, il appelle donc à former un front national médiatique pour faire face donc pour l'image de l'Algérie, mais aussi faire face à tous ces attaques contre le pays. Mais aussi ces décrets qui a été publié dans le journal officiel concernant la classification des personnes et entités terroristes. Leur inscription, radiation, relève d'une commission instituée par l'article 87 bis 13 du Code pénal. Qu'est-ce que vous en pensez, Mourad Yefsah? Beaucoup d'observateurs reprochent à cet article que même les militants politiques peuvent être touchés, les militants des droits de l'homme, tous ceux qui essayent de critiquer le pouvoir algérien en place. Mourad Yefsah. Oui, premièrement, j'aimerais quand même clarifier, parce que me faire porter une position qui n'est pas du tout la mienne. Hein.
Donc, d'une part, je n'ai pas dit que le fait donc de divulguer la réalité des affaires détenues par les dignitaires algériens en France relève de l'ingérence. C'est pas ça que j'ai qualifié donc d'ingérence. Au contraire, j'ai dit que l'Algérie s'honorerait elle-même à pratiquer la politique ouverte et c'est à elle donc de donner toutes les informations au peuple algérien concernant effectivement donc les biens et la corruption donc des dignitaires algériens, que ce soit en France, que ce soit dans d'autres pays d'ailleurs. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que moi je pense qu'on ne peut pas aborder un élément tout seul sans partir donc de la situation globale. Nous sommes dans une situation, et on a vu dernièrement un événement médiatique, donc une première, lors de la rencontre entre le président américain et le président donc ukrainien, où on a vu comment les relations internationales sont à un tel point tendues et au centre desquelles se trouve la défense donc des pays qui commandent le monde, qui décident le monde, la défense de leurs intérêts. On voit donc directement donc le président américain qui veut s'approprier donc les richesses donc de l'Ukraine, qui veut s'approprier donc d'autres territoires, donc de pays souverains. On est dans cette situation-là à l'échelle mondiale. Donc la relation entre l'Algérie et la France, le problème donc de la crise diplomatique n'est qu'un élément de cet ensemble qui est en train de se dessiner à l'échelle mondiale. Et si on ne regarde pas, si on ne lit pas, si on n'analyse pas cette situation de crise en fonction donc de cette situation globale, on risque de ne pas bien voir ce qui est en train de se passer et donc de se tromper sur l'avenir. Est-ce que le pouvoir algérien défend les intérêts du pays? Non, le peuple algérien, donc le gouvernement algérien, le problème c'est qu'il ne peut pas appeler un front intérieur lorsque les militants qui sont les plus je dirais les plus avancés, les plus consciencieux, ceux qui sont engagés pour la défense du pays sont en prison. Ils sont emprisonnés par ce même gouvernement. Donc avec qui il va faire le front intérieur? Il va faire le front intérieur avec les ministres? Il va faire le front intérieur avec les journalistes aux ordres? Les journalistes qui justement donc cherchent le bien-être du pays, qui cherchent la sécurité du pays, qui cherchent à ce que le peuple algérien puisse vivre digne et libre, ils sont emprisonnés. Donc avec qui il va faire le front intérieur? La question elle est posée de cette manière. Elle n'est pas posée donc elle n'est pas posée de manière je dirais administrative. Le front intérieur c'est quoi? C'est donc quel objectif? Dans l'objectif éventuellement de mobiliser le peuple algérien. Mais qui est capable de mobiliser le peuple algérien? On l'a vu durant le Hirak. Ceux qui sont capables de mobiliser le peuple algérien, ce sont ceux qui sont reconnus par le peuple algérien comme étant des représentants dignes et qui les représentent effectivement dignement en portant au plus haut point donc leurs aspirations, leurs revendications et leur détresse. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, le front intérieur, il est nécessaire, compte tenu de la situation, il est nécessaire. Mais c'est un front intérieur qui ne peut être construit que par ceux, effectivement, qui sont, pour certains, sont en prison et pour d'autres sont interdits donc de débat public, sont interdits de mobilisation, sont interdits de réunion, y compris des partis politiques qui ont été interdits donc d'exercice, des syndicats qui sont interdits d'exercice, des responsables syndicaux qui sont interdits d'activité, et des responsables d'associations, la même chose, la Ligue des droits de l'homme, de défense des droits de l'homme qui a été dissoute, etc. Donc, avec qui faire le front intérieur si toutes ces organisations qui sont saines, qui sont vraiment le poumon vivant donc de l'Algérie d'aujourd'hui, sont aujourd'hui soit empêchées, soit emprisonnées, soit interdites donc de parole. Très bien. Restez avec nous, Mouladif. Je reviens à vous, docteur Sidi Mned. Je sais que vous voulez parler de cette question parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. On va y revenir avec vous, bien sûr, par rapport à cette question. Donc, la loi des mines en Algérie, je n'ai pas beaucoup d'informations, mais j'aimerais bien que vous allez nous éclairer par rapport donc à cette loi très rapidement.
Oui, c'est Nasser, merci de me donner la parole sur ce sujet parce que pour moi, il est d'une importance gravissime. Parce que, vous savez, nous sommes en train de débattre ici aujourd'hui et dans beaucoup d'émissions auxquelles moi-même j'ai participé et d'autres de vos invités sur le pouvoir, sur les constats, les emprisonnements, la démocratie, etc. Mais entre-temps, en catimini, ce pouvoir dont on parle tout le temps est en train de nous concocter, par exemple, et ceci juste pour vous situer sur ce qui est en train de se passer, un projet de loi sur les mines. Projet de loi sur les mines qui consiste à d'abord changer la loi sur les mines de 2014 sur plusieurs points. Le premier point, le plus grave, c'est que les mines ne sont plus considérées comme richesse stratégique, ce qui est quand même un comble. Parce que la Constitution consacre les ressources du sous-sol comme étant stratégiques, à quelques exceptions près. Bien sûr, on ne va pas parler de carrière ou de sablière, mais tout ce qui est richesse du sous-sol sont des richesses stratégiques. Or, ce projet de loi propose de ne plus les considérer comme stratégiques. Deuxièmement, l'abandon d'un principe sacro-saint qui est la règle de 51-49 qu'ils veulent carrément abandonner pour n'autoriser que 20% maximum pour l'État d'être actionnaire dans un investissement notamment étranger ou privé, mais surtout étranger. Et ça c'est encore quelque chose qui nous fait, moi personnellement, me fait frissonner parce que c'est un abandon justement de cette possibilité d'empêcher une mainmise de nos ressources par un quelconque groupe étranger ou entreprise étrangère au niveau de nos ressources. Et troisièmement, ce projet de loi propose un certain nombre de garanties inimaginables pour que l'investisseur n'ait rien à craindre, c'est-à-dire que son investissement ne soit jamais perdu. Et ceci est quelque chose qui est aussi n'existe pour tout vous dire. J'ai consulté un certain nombre de lois minières dans beaucoup de pays sous-développés ou disons-le en développement. Eh bien, c'est à peu de choses près le même type de garantie qu'on veut donner à ces investisseurs étrangers, c'est-à-dire venez, n'ayez crainte. Vous aurez toutes les garanties possibles pour que votre investissement soit garanti. Quatrièmement, un abandon carrément d'une procédure qui est la procédure sur les risques sur l'environnement. La loi sur les mines de 2014 consacre le décret sur les études d'impact qui est sous l'autorité du ministère de l'Environnement comme étant nécessaire pour un certain nombre de mines. Donc il y a toute une liste pour lesquelles l'exploitation de ces mines, je termine Nasser, sera donc sujette à une étude complète sur l'environnement. Eh bien, ce projet de loi ne propose qu'une simple notice d'impact, c'est-à-dire une page qui dira, voilà, ce projet n'a pas d'impact sur l'environnement, et au Wali de donner un avis favorable. Il faut dire aussi que le Wali peut donner un avis favorable, et s'il le donne pour l'exploration, il le donne automatiquement pour l'exploitation. C'est-à-dire, si un investisseur commence à explorer et qu'il trouve autre chose de beaucoup plus, je dirais, intéressant, eh ben, il aura également, de fait, une autorisation. Donc, il y a toute une série de dispositions dans ce projet de loi qui est un véritable bradage des richesses du sous-sol. Et c'est ça qui est important. On va y revenir, Dr Sidi Mennad. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Mais on va y revenir, bien sûr, avec beaucoup plus de détails, avec votre expertise, Dr Sidi Mennad. On est arrivé à la fin de cette émission. J'aimerais terminer, bien sûr, avec un hommage pour le footballeur Jamal Mennad, Rabbi Yarhamou, qui est décédé donc aujourd'hui à l'âge de 64 ans. Toutes nos condoléances à sa famille et à toute la famille footballistique. Il est passé par la JSK, bien sûr, mais aussi par Nîmes en France, et aussi un grand joueur à l'équipe nationale.
ربي يرحمه ويوسع عليه. Un mot très rapidement, Mourad Yefsah, je vous laisse le mot de la fin très rapidement. Oui, vraiment. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait donc Sidi Mnad au sujet donc de la loi sur les mines. Je voulais juste rajouter un point. C'est justement, donc, il en a parlé donc sur l'article de la Constitution qui considère un ensemble donc de secteurs, richesse nationale, entreprises et comment dirais-je, entreprises stratégiques comme étant donc des biens de la collectivité nationale. Et cet article-là, donc l'ancien article 17, qui a été transformé dans la nouvelle Constitution sous forme donc de l'article 20 et qui dit que parce qu'on est en train de me dire qu'on a à la fin, on a dépassé de beaucoup la fin de donc le temps de l'émission, pardon. Juste le dernier mot, c'est juste pour dire que cette loi, elle viole totalement donc l'article 20 de la Constitution et qui est présenté comme étant une modernisation de la loi. Spéciale. Par rapport à ce sujet, je vais vous inviter Mourad Yefsah, mais aussi Dr Sidi Mnad par rapport à cette question. Mais je vous laisse, si vous voulez, bien sûr, par rapport à l'hommage à Jamal Menaj, je vais vous laisser 10 secondes. Tfadal, c'est moi. Oui, je voulais donc effectivement, donc c'est un grand joueur donc de l'équipe nationale, donc bien sûr de la JSK. Et c'est quelqu'un qui a un rôle dans le milieu sportif. Donc sincère toutes nos condoléances donc à sa famille, à ses proches et à toute l'équipe de la GSK et toute l'équipe sportive algérienne. Merci beaucoup Mourad Yefsah. Merci. Excusez-moi, je vous ai pressé parce qu'on a dépassé le temps de l'émission. Merci à notre ami Mourad Yefsah. Merci aussi à Dr Sidi Mnad qui était avec nous. Merci à Karim Kabir. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Sahaftourkoum, bqaw ala khair.